À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Et on a l'impression parfois que l'histoire radote quand on voit ce qu'il est en train de se passer du côté de Saint-Denis, même s'il faut évidemment rester extrêmement prudent. Bonjour Hugues Moutou. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes ancien conseiller spécial de Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur à l'époque de l'affaire Mohamed Merah, ça remonte à mars 2012. Est-ce que vous trouvez, vous, pour ce qu'on en sait, que l'opération menée en ce moment par le raid à Saint-Denis ressemble à ce qui s'est passé à Toulouse contre Merah ? Oui, ça ressemble énormément à cette opération parce que c'est une tentative d'interpellation qui a eu lieu en pleine nuit, 4h30 d'après ce qu'on nous dit, et qui tourne à l'état de siège. Puisque maintenant, la question est de savoir quand est-ce que les forces de l'ordre vont donner l'assaut. Il y a plus d'une heure de fusillade. Est-ce que c'est long dans ce genre de configuration ? Oui, c'est très long. On a entendu sur les diverses chaînes, radio et télévision, des tirs de rafale, Kalachnikov, et on sait que les forces de l'ordre n'interviennent pas avec des armes automatiques de ce type-là, mais avec des armes de poing plutôt. Donc on voit que les personnes qui sont retranchées se défendent, et on peut imaginer une issue malheureusement fatale. J'imagine qu'on ne sait pas du tout de quoi sont capables ceux qui sont derrière la porte en ce genre de situation. C'est ça le principal danger pour les forces de l'ordre et pour les riverains ? On sait maintenant de quoi ils sont capables. On sait qu'ils sont capables, qu'ils veulent tuer et qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie. On se rappelle qu'au moment des attentats de Madrid à la gare d'Atacha, les suspects qui étaient retranchés ont fait sauter leur appartement en entraînant la mort d'au moins un policier, un membre des forces spéciales espagnoles. Quand les policiers, les hommes du raid, les forces de l'ordre mènent une opération comme celle-là, j'imagine qu'ils savent à l'avance qui ils vont chercher, ou c'est un petit côté saut dans l'inconnu quand même ? Non, on sait qui on va taper le matin à 4h30, et sinon on ne se déplace pas, bien évidemment, on prend les mesures de précaution. Là, on doit être à cette heure-ci à un stade de sécurisation totale du périmètre. On essaye d'évaluer les risques de pose d'explosifs dans l'appartement. On dégage un petit périmètre de sécurité, un grand périmètre de sécurité. On peut envisager de procéder à l'évacuation des habitants de l'immeuble, bien évidemment. De l'étage, c'est une évidence, de l'immeuble, voire d'un pâté de maison si les doutes sont sérieux. On a un tweet de Max Liedo avec le hashtag un matin. Qui donne l'ordre, en fait ? Qui décide d'une opération comme celle-là ? Qui donne le go ? Alors là, c'est une opération particulièrement sensible, donc c'est le patron du raid en lien avec le préfet de police, le directeur de cabinet du ministre et le ministre de l'Intérieur lui-même. Et à ce niveau-là, ça remonte à Matignon, bien évidemment. Ça remonte à Matignon, c'est une décision qui est prise au plus haut niveau. Oui. J'imagine qu'il y a... Surtout avec un Premier ministre qui a été ministre de l'Intérieur. Dans une affaire comme celle-là, il y a eu des écoutes préalables. Comment on sait, comment on arrive jusqu'à cet appartement-là à Saint-Denis ? C'est la force de Encore une fois, la on est police in judiciaire. abstracto, on parle en Bien théorie sûr. parce qu'on ne sait pas exactement sur ce cas précis. Oui, bien sûr. Non, c'est la force de la police judiciaire française, de la PJPP, de la préfecture de police. Les enquêtes ont été menées. C'est un rouleau compresseur qui se met en marche à partir du moment où les faits ont été commis, criminels, et les services d'enquête travaillent 24/24. Là, on a des centaines d'enquêteurs qui ont été mobilisés. Ce sont quand même les personnes les plus recherchées de France. On a l'impression que ça va très vite depuis vendredi. Ça va toujours très vite à partir du moment où les infractions ont été commises, parce que c'est vrai que c'est une grande force en France, la police judiciaire. On le disait tout à l'heure, l'appel à la population est à rester chez elle, évidemment, ne surtout pas sortir. Les écoles sont fermées, notamment en centre-ville, les tramways, la gare fermée, elle aussi. Ça, c'est complètement normal, c'est presque banal pour vous ? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est les périmètres de sécurité, principe de précaution. Dans le doute, on s'abstient de faire courir le moindre risque à la population. Et il est bien évidemment recommandé aux personnes de rester chez elles, à leur domicile. Mohamed Merah, ça avait duré longtemps, non ? Une trentaine d'heures, mais parce qu'il y avait une phase de négociation. C'était un peu le premier prototype. Aujourd'hui, malheureusement, on a des avatars extrêmement dangereux également. Premier prototype, on a négocié longuement, on l'a fait accoucher, on l'a fait parler. Il y a eu une grande partie de l'entretien qui a été menée par la DCRI, devenue DGSI aujourd'hui. Mais on en sait beaucoup plus, c'est-à-dire que, bien évidemment, les services de police apprennent de leurs erreurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait à qui on a affaire, beaucoup plus que l'époque de Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'était la première fois. Dans une logique de suicidaire. Mort, comme ça, non, suicidaire. Il avait annoncé qu'il souhaitait se rendre dès le début de l'opération de police. On avait été très surpris. Au moment de la tentative d'interpellation, il a dit « je vais me rendre ». Et donc, voilà, il nous a un peu désarçonnés parce que, en principe, la reddition, c'est le terme d'une négociation et pas le début de la négociation. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a en face des gens déterminés qui se sont fait sauter, j'allais dire, pour rien pratiquement au Stade de France. On est à quelques centaines de mètres du Stade de France. On est juste à côté du Stade de France. On sait qu'ils sont capables de mourir. On sait qu'ils veulent détruire le plus de policiers possible. Donc, les membres du raid sont préparés. Mais quelle est la consigne alors ? C'est abattez-les pour parler franchement ? Non. La consigne, c'est une force de police intervient pour
pour déférer à la justice des suspects. Donc l'idée, c'est de leur donner le maximum de chances de les prendre en vie. Maintenant, ne mettez pas votre vie en danger. Voilà la consigne qui est donnée par le patron du RAID aujourd'hui. Pierre de Cossette nous disait à l'instant du service police-justice d'Europe 1 qu'il y avait, semble-t-il, 5 personnes retranchées dans cet appartement. Il y aurait 2 interpellations, 2 hommes auraient été abattus, on garde tout ça au conditionnel. Est-ce qu'il y a, et vous l'évoquiez pour Mohamed Merah, dans ce genre de situation, un temps nécessaire, indispensable pour la négociation? Est-ce qu'il faut essayer d'entrer en contact avec ces terroristes présumés? Les policiers ne sont pas des militaires, ils ne sont pas là pour tuer, ils sont là pour obtenir une reddition et déférer à la justice. C'est très important parce qu'on se demande toujours pourquoi on prend beaucoup de temps. Mais on prend du temps parce qu'on essaye de sauver des vies. Voilà, et on essaye de mener l'enquête jusqu'au bout. Et aussi parce que ces gens ont sans doute des choses intéressantes à nous dire. Si possiblement il y a le cerveau des attentats, il a sans doute des choses à nous dire. Maintenant, il est fort possible que le cerveau de ce type d'attentat ne souhaite absolument pas parler et se rendre. Merci beaucoup Hugues. Tout ce que je vous propose, si vous pouvez, c'est de rester un petit peu avec nous pour cette matinale largement consacrée à cet assaut du RAID. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller spécial de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, durant l'affaire Mohamed Merah. C'était en mars 2012. À tout à l'heure.